Ouais, bonjour à tous. Le 30 juin et le 7 juillet, les Français vont élire un nouveau Parlement. 577 députés qui auront la responsabilité de choisir la destinée du pays dans les prochaines années. 10 de ces députés sont isérois. Focus dans cette émission sur la deuxième circonscription de l'Isère, celle de Saint-Martin-d'Hères et Échirolles, notamment avec sur ce plateau les 4 principaux candidats en lice. Avant de vous les présenter, voici la petite carte d'identité de la circonscription réalisée par Lina Badreddine. Au sud de l'agglomération grenobloise, la deuxième circonscription de l'Isère s'étend de Saint-Martin-d'Hères à Saint-Jean-de-Vauz, en passant par Échirolles, Hébin ou encore Visil. Composé de 24 communes, ce territoire compte environ 128 000 habitants, une population plutôt jeune, avec un âge médian de 37 ans. Deuxième ville du département, Saint-Martin-d'Hères a initié à proximité du campus universitaire l'un des chantiers majeurs de l'agglomération avec la construction du complexe commercial Nerpic. Autre projet d'ampleur, celui de Grande Alpe qui vise à améliorer le cadre de vie et l'attractivité des quartiers situés de part et d'autre de la rocade sud, entre Hébin et Échirolles. Plus au sud, Visil et son château, berceau de la Révolution française et théâtre du passage de Napoléon à la fin du XVIIIe siècle, est aujourd'hui le site touristique le plus fréquenté du département avec plus de 800 000 visiteurs en 2023. Traditionnellement à gauche, entre communistes et socialistes, la circonscription a basculé en 2017 avec l'élection de Jean-Charles Collaroy pour La République en marche, puis est revenue à gauche avec l'écologiste Cyrielle Châtelain en 2022. Candidate pour un second mandat, elle fera face à 5 autres candidats. Voilà donc pour cette présentation de la deuxième circonscription. En 2022, lors des précédentes législatives, donc Cyrielle Châtelain était arrivée en tête avec 5 points d'avance. On revoit ces résultats du premier tour sur le député macroniste sortant, Jean-Charles Collaroy, qui se présentera dans cette élection, mais sur une autre circonscription de l'Isère, la 5e, malgré donc une candidature dissidente à gauche à l'époque du Parti communiste, une avance que Cyrielle Châtelain avait conservée au second tour pour devenir député. Si on regarde maintenant les résultats sur cette deuxième circonscription, il y a quelques semaines pour les européennes, cette fois c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête avec près de 28% des voix et même 32% pour l'extrême droite si on rajoute les voix de Reconquête. Mais sur cette circonscription, le bloc de gauche, désormais uni, reste fort puisqu'il agglomère plus de 42% des voix, alors que la majorité présidentielle a perdu plus de la moitié de son électorat par rapport à 2022, avec un peu plus de 12% des voix. C'est donc en position de force que se représente Cyrielle Châtelain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la députée sortante, en place depuis 2 ans. Vous avez également occupé dès votre élection des responsabilités importantes à l'Assemblée nationale, puisque vous étiez la présidente du groupe écologiste. Il n'y a plus de députés aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est réunis pour en élire. Avant d'être députée, vous avez travaillé dans pas mal de cabinets de collectivités de la région, dont la métro d'ailleurs, ici sur le territoire grenoblois. Vous habitez toujours Hébin ? J'habite toujours Hébin. Bon, vous avez 36 ans. Bientôt 37. Bientôt 37. Toujours mère de famille également, j'imagine. J'ai toujours 2 filles et un compagnon. Et puis votre suppléant n'a pas changé non plus depuis 2022. Ça reste Rosa. Élu la France Insoumise d'Échirolles. Tout à fait. Bon, j'ai rien oublié dans la présentation ? Absolument rien. À côté de vous, Raphaël de Carvalho, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez 63 ans. Oui. Vous êtes originaire de Bresson. Vous vivez encore aujourd'hui. Oui. Artisane, après avoir longtemps travaillé chez Hewlett-Packard. Voilà. Dans une société privée américaine, oui. Qui est implantée dans notre agglomération grenobloise. C'est votre première candidature en tant que député, mais vous avez déjà testé le suffrage universel par le passé. Oui, j'ai déjà été élue sur Bresson. J'ai fait des campagnes pour accompagner Madame Guillaumard, qui est maire de Bresson. Et effectivement, c'est quand même ma première fois pour des élections législatives. Alors, vous représentez le groupe Les Républicains. Alors, on est obligé de préciser dans cette élection, puisqu'il y a 2 tendances chez les Républicains. Vous êtes sur le canal historique. Je ne sais pas si le terme est bon, c'est comme ça que je l'ai appelé dans les autres débats. Tout à fait, c'est le canal historique, parce que pour l'instant, je ne suis pas prête à m'associer
au RN. Oui, les Républicains, vous y êtes. Donc effectivement, ce canal historique qui a refusé l'accord scellé par Éric Ciotti, le président des Républicains, avec le Rassemblement national pour ces élections. Est-ce que vous aurez le droit d'utiliser le logo LR sur vos affiches Pour l'instant, on ne m'a pas privé de ça. Moi, je représente les Républicains, j'ai le droit d'utiliser leur logo. Après, d'un point de vue, après, ça se verra au niveau juridique. Personnellement, pour l'instant, ça ne m'impacte pas. Très bien. À côté de vous, justement, le candidat du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour, bienvenue, Édouard Robert. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de venir sur ce plateau débattre avec les autres convives. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous, dans le domaine de l'immobilier. Tout à fait. J'ai exercé pendant 20 ans la profession de charpentier. Donc, je suis un homme de terrain. Et j'ai évolué ensuite dans mon parcours professionnel et je dirige actuellement une société immobilière. Alors, vous avez été candidat, vous aussi, par le passé, non pas aux législatives, mais aux élections départementales en Isère en 2021. Alors, sur le canton de Vienne, qui est assez éloigné de la circonscription dont on parle aujourd'hui. L'Isère, oui, est un grand département magnifique. Moi, j'habite à l'ouest du département, à Roche-de-Condrieu, dans un très joli village. Et je milite dans la fédération de l'Isère depuis des années. Et je milite dans tout le département. Évidemment, une fois élu, si je le suis, je viendrai m'installer sur la circonscription. D'accord. Changement de vie en perspective. Il n'y avait pas de place sur la circonscription de Vienne pour une candidature, pour votre candidature ? À Vienne, il a été décidé qu'une candidate de l'Alliance Ciotti Rassemblement national serait désignée. C'est Madame Hanan Mansouri. Donc c'est elle qui est sur ce secteur. Et moi, il a été considéré que je serais bien pour représenter le Rassemblement national sur la 2e circonscription. Bon, jeu de chaise musicale, puisqu'Hanan Mansouri était plutôt basé sur la région grenobloise jusqu'à Oui, mais c'est le fait maintenant. de tous les partis. Dans tous les partis, il y a effectivement des candidats qui ne sont pas issus de la circonscription exactement. Mais je vous le répète, je suis très proche notamment de Grenoble, parce que mes grands-parents habitaient Cour-Gambetta à Grenoble. Et j'ai passé toute mon enfance à Grenoble, en Chartreuse. Donc je connais bien tout le département en entier. Alors, à côté de vous, dernière candidate de ce plateau, Louve Carrière, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes d'Échirolles. Oui, tout à fait. Donc là, on est sur la circonscription. Vous avez, vous aussi, comme Édouard Robert, été candidate au départemental en 2021, sous les couleurs de Renaissance, le parti que vous représentez aujourd'hui. Alors, vous étiez sur le canton de Grenoble à l'époque. Vous remplacez Jean-Charles Collaroire, qui était le député sortant. Enfin, avant Cyrielle Châtelain, il y avait un député macroniste sur cette circonscription. Vous êtes jeune, mais vous avez déjà un passé assez long de militante. Oui, tout à fait. Je me suis engagée en politique à 18 ans, avec la volonté de mettre la voix des citoyens au cœur de la vie politique, étant issue des quartiers populaires d'Échirolles. Je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, née et j'ai fait mes études à Saint-Martin-d'Air et fille de la circonscription de l'Isère. En quel domaine d'études vous avez En économie politique et en sciences politiques. Bon, vous êtes, on va dire, bien placé pour évoquer les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Vous représentez les couleurs Renaissance. Il y aura le logo de l'affiche. On l'a vu qu'hier, Olivier Véran, sur un autre débat, n'affichait aucune couleur sur son affiche. Est-ce que vous assumerez la couleur de votre parti ? Tout à fait. Alors, nous avons une liste ensemble, qui est donc majorité présidentielle. Mon suppléant étant MoDem. C'est une liste commune d'union de partis. Très bien. Alors, je précise qu'il y a 2 autres candidats sur cette circonscription. On n'avait que 4 places sur ce plateau. Il s'agit de Bruno Lafeuille, qui était candidat pour le parti Reconquête. Donc, il y a une petite scission sur cette circonscription au niveau des listes d'extrême droite. Et puis, il y a Chantal Gomez, qui représente Lutte ouvrière, qu'on peut classer là, pour le coup, à l'extrême gauche. Par contre, je ne considère pas le Rassemblement national comme un parti d'extrême droite, mais comme un parti national qui vient regrouper toutes les sensibilités politiques dans l'intérêt de la France. Je l'entends. Moi, je prends les appellations que nous ont données la préfecture. Mais je préfère préciser et dire ce que nous en pensons. Non, mais il y a eu une décision au niveau national qui a clairement classé le Rassemblement national à l'extrême droite. Aujourd'hui, nous formons Jordan Bardella a l'intention de former un gouvernement d'union nationale auquel tous les citoyens et Français sont invités à participer.
Et Marine Le Pen. Alors, M. Bardella, il fait des annonces, des effets d'annonce sur lesquels il revient toutes les 5 minutes. Maintenant, il était à l'extrême droite, maintenant il revient dessus pour faire de l'union. Nous sommes aux législatives, je pense que vous représentez un parti et je pense qu'il faut rester dans votre ligne. Ou alors, ça veut dire que vous ne représentez pas le Rassemblement national, ça veut dire qu'il faut changer d'étiquette. Il faut venir nous rejoindre peut-être si vous voulez être centriste. Nous sommes un parti qui fait aujourd'hui plus de 30% d'électeurs. Il n'est pas classé à l'extrême droite, c'est un parti national qui veut représenter tous les Français. Et nous ne considérons pas que nous sommes d'extrême droite, nous considérons que nous sommes un parti populaire pour tous les Français. Ce qui fait l'extrême droite, c'est son projet. Vous avez un projet xénophobe, vous avez été dirigé pendant plusieurs années par Marine Le Pen, qui, quand en 2011, elle a pris le parti, a dit « j'assume toute l'histoire de mon parti », c'est-à-dire qu'elle assume y compris les condamnations de son père pour antisémitisme, pour négationnisme. Elle a passé la main à Jordan Bardella, je pense qu'elle a fait 30 minutes d'hommage à son père. Donc le Rassemblement national, c'est toujours le Front national et c'est toujours l'extrême droite. Alors, je vous remercie pour cette leçon d'histoire, Madame Châtelain. Aujourd'hui, le Rassemblement national regroupe tout le monde, les citoyens de toutes origines. Nous faisons des scores importants partout, y compris en Outre-mer. À Mayotte, nous avons réalisé aux européennes 52%. Et c'est une population qui est d'origines diverses à Mayotte, comme en France, de partout. Mais votre chef, c'est toujours Madame Le Pen ? Tout à fait. Et est-ce que vous assumez tout également ? C'est M. Bardella qui est le président. Mais... Oui, mais on va dire que votre candidate, la chef du parti à l'Assemblée nationale, c'est Madame Le Pen. Elle assume tout. Est-ce que vous assumez tout de votre parti ? Oui, j'assume l'histoire du parti. Comme je vous l'ai dit, je vous remercie de nous avoir bien raconté l'histoire du parti. Donc ça clarifie les choses. L'histoire de ce parti, c'est l'extrême droite. C'était fondé par un ancien Waffen-SS. C'est ça l'histoire de ce parti. Non, ah ben si, je suis désolée. Ce parti-là a été fondé par des gens qui ont collaboré lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais si, c'est factuel. Vous assumez toute l'histoire de votre parti. Je pense que ça clarifie ce débat. Dans les idéologies et les cours d'histoire. Moi, je suis venu ici pour parler de choses concrètes. Je suis dans la clarté des projets. Non, oui, mais permettez-moi... Je pense que le débat le démontrera. Le projet du Rassemblement national, c'est un projet de rendre aux Français du pouvoir d'achat et d'améliorer leur sécurité. Ce qui est faux, vous n'avez pas voté l'augmentation du SMIC ou le blocage des prix. Alors, on va y venir. Débattons pouvoir d'achat. On va y venir, on va dérouler effectivement ces arguments. Si on est réunis en tout cas aujourd'hui autour de ce plateau, au lieu de préparer nos vacances d'été, eh ben, c'est grâce ou à cause d'Emmanuel Macron et de cette dissolution de l'Assemblée nationale qui vise à redonner la parole aux Français. Louve Carrière, comment vous avez jugé cet acte du président, vous qui faites partie de sa famille politique? Écoutez, j'ai été surprise, comme tout le monde ici, je pense. Maintenant, c'est une décision que je comprends. C'est une décision honnête au vu des résultats des dernières élections européennes. On a clairement un bilan et des citoyens qui sont mécontents, qui sont déçus, qui sont frustrés. Donc c'était tout à fait Pas de colère de votre côté ? Tout à fait compréhensible. Non, je suis plus inquiète que... Il y a beaucoup dans votre camp qui ont de la colère pour lui, qui considèrent qu'il ouvre une porte justement au Rassemblement national. Tout à fait, je comprends. Non, je pense que la porte ouverte au Rassemblement national est une question beaucoup plus structurelle que due à Emmanuel Macron. Maintenant, je suis inquiète de cette décision à ce moment-là et des résultats qu'on pourrait avoir aux prochaines Raphaël de Carvalho, c'est une décision qui a mis la pagaille dans beaucoup de partis, et notamment dans le vôtre, aux Républicains. Tout à fait, mais on a réussi à rebondir. Mais c'est vrai que le délai pour faire campagne est excessivement court. C'est une décision que je trouve un petit peu immature. Et ça met les élections législatives, c'est quand même notre Assemblée nationale, ça les met vraiment, ça les met de côté. Vous voyez, c'est pas une vraie campagne, on n'a pas le temps de se préparer vraiment, et c'est vraiment très superficiel comme décision, et on a l'impression que ça s'est fait sur un coup de colère, et c'est pas du tout ce qu'on attend d'un président de la République ou d'un parti.
Vous ne pensez pas que c'est une décision honnête et démocratique pas du tout, de donner les clés de c'est pas démocratique la du tout de casser une Assemblée nationale au bout de 2 ans en essayant de jouer la carte de la rapidité et sans prendre en considération le fondement de notre République. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections qui ont été faites il y a 2 ans. Il y a des personnes qui ont été élues pour 5 ans. Là, il a décidé de tout casser juste après des élections européennes, en plus qui n'ont pas vraiment de rapport, puisque les gens qui ont voté pour le RN pour les élections européennes, c'est plus un vote contre qu'un vote pour. Donc c'est vrai que vous avez fait un score honorable au niveau des élections européennes, mais je pense que ça ne reflète pas la population actuellement. Les Français ont bien entendu le message du Rassemblement national que nous clamons depuis des années et nous avons aujourd'hui un vote d'adhésion. Ce n'est pas du tout un vote de rejet comme ça a pu l'être par avant. Aujourd'hui, c'est un vote d'adhésion. Les Français appellent à plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat et nous portons ce message. Oui. Si je peux me permettre, je vais rejoindre Madame de Carvalho sur ce qu'elle disait au niveau du vote, à mon avis, un vote de sanction. La preuve, c'est que vous avez très peu d'ancrage local. Le parti qui a été sanctionné, excusez-moi, c'est le parti Renaissance. Au niveau des européennes, oui. C'est un vote de sanction par rapport au gouvernement. Ce n'est pas par rapport à un parti, c'est par rapport à un gouvernement aujourd'hui. D'accord. Oui. Vous avez très peu d'implantation locale, donc je ne pense pas que c'est un vote d'adhésion. Je pense que vous des élections auront lieu dans 2 ans. Je vais finir de te parler. Je pense que vous vous gonflez d'énormément de votes de personnes qui sont déçues, frustrées, et je continue de penser que c'était une décision honnête, se basant sur le principe que la démocratie est un principe de représentation, notamment au Parlement. Si les Français votent en majorité pour un parti que nous considérons tous ici comme un parti d'extrême droite, c'est qu'ils ne se reconnaissent plus dans la représentation qu'ils ont au Parlement. Alors, vous dites que nous représenterons les Français frustrés. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, justement, n'a pas pris en compte les demandes du peuple, des demandes populaires. Il a négligé tout cela, il a juste fait le jeu des multinationales, de l'Europe. Le peuple est oublié et aujourd'hui, il sait que son recours ultime, c'est le parti qui parle au peuple depuis des années, c'est-à-dire le Rassemblement national. Alors, là où j'aimerais... Excusez-moi, je vous laisse parler. Merci. Là où j'aimerais faire une distinction, c'est que aujourd'hui, je me représente moi. Je représente une idéologie. Je me suis engagée en politique en 2018 pour un parti, pas pour un président. Aujourd'hui, je ne suis pas déçue du gouvernement dans une certaine mesure. Il y a certains points avec lesquels je pense diverger parce que je vais être ici, je vais être honnête. Je vais pas faire le jeu de la politique ici. De toute façon, je n'ai pas de mandat, donc je suis totalement dans une démarche de société civile. Je pense que c'est majoritairement effectivement un vote de sanction, mais pas un vote d'adhésion. Et je pense qu'il y a certains points, quand on va revenir dessus, qui ont été quand même et qui doivent être mis en avant par rapport au bilan qui a été fait du gouvernement et qui ne seraient pas résolus avec votre programme. Alors, on verra de toute façon, vote de sanction ou pas, avec les résultats du 30 juin. Voilà. Juste pour conclure sur la dissolution, si Emmanuel Macron n'avait rien fait, l'opposition lui aurait certainement reproché d'enjamber, entre guillemets, comme on dit, le scrutin des européennes. Non, mais la responsabilité, c'est celle du président de la République. Il a pris sa décision de manière rapide, ça a surpris tout le monde. Ça a déstabilisé, j'ai l'impression, beaucoup de personnes. Quand on voit quand moi je discute avec les personnes sur les marchés, on nous dit quand même beaucoup qu'on ne comprend pas. Donc je pense qu'on est tous surpris. Après, là, on est aux urnes. Je pense qu'on n'a jamais tort de demander son avis aux Français et aux Françaises. Une députée est là pour représenter les habitants de sa circonscription. On sait très bien que ce qui fait un député, c'est les votes, qu'on n'est jamais candidat ou député de manière sûre. Donc, il y a une élection. Et moi, en tout cas, je suis là pour convaincre, avec le nouveau Front populaire, effectivement, de voter pour nous, de leur dire que s'ils veulent du pouvoir d'achat, s'ils veulent un projet d'égalité, quelque chose de solide, eh bien, il faut qu'ils votent nouveau Front populaire. Alors, vous étiez bien placé à l'Assemblée nationale pour voir la NUPES exploser ces derniers mois. En quoi le nouveau Front populaire sera plus solide que l'alliance précédente ? Alors, Jess, il y a un endroit
où l'alliance de la gauche et des écologistes a tenu, c'est à l'Assemblée. Non, mais si on regarde nos votes sur les questions sociales, ils restent extrêmement proches. Si on regarde nos votes sur les questions environnementales, ils restent extrêmement proches. On a des points de divergence. On a des points de divergence, notamment sur la question internationale et sur la question de l'Europe. Elles ont pu être exposées de manière transparente lors de la campagne des européennes. Et ça nous a permis de travailler. On a travaillé 4 jours avec l'ensemble des forces de gauche et écologistes pour aboutir à un programme sur les questions internationales extrêmement clair qui permet justement d'aller unis lors de ces élections. Donc oui, il y a eu des tensions. Oui, on le sait, une coalition, c'est une diversité de partis qui chacun amène son histoire et sa force. Et là, nous avons réussi à nous engager parce que quand l'essentiel est en danger, eh bien, le devoir de la gauche, c'est de s'unir. Il manque quand même une chose dans l'Union, c'est le nom du potentiel Premier ministre. Si vous gagnez, c'est important. Les autres formations ont déjà fléché quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est le système démocratique. Vous savez, moi, je suis écologiste, je suis pour un système parlementaire. Eh bien, comment ça fonctionne dans un système parlementaire? On voit qui arrive en tête de ces élections. J'espère que ce sera la coalition du nouveau Front populaire et à partir de là, nous désignerons une personne issue de l'Assemblée nationale pour devenir le ou la première ministre. Elle doit être issue de cette nouvelle Assemblée et elle doit refléter le vote des Français et des Françaises. Je pense que la question, c'est on est d'accord sur un projet, sur un programme, il engage chacun des candidats et c'est ça notre mandat. Bien sûr que la personnalité est importante, elle doit refléter le message des élections. Mais l'important, c'est l'engagement sur le programme et la fidélité aux engagements qu'on prend devant les Français et les Françaises. Parce qu'entre François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est pas exactement non plus la même orientation. Ah, mais c'est absolument pas la même orientation. Et j'imagine que sur les orientations, effectivement, vous verrez, on sait travailler le compromis. Je ne doute pas qu'on arrivera là aussi à trouver un compromis qui continue de renforcer cette union. Édouard Robert, de votre côté, c'est clair, si le Rassemblement national est en capacité de gouverner, c'est Jordan Bardella qui sera Premier ministre. Alors, il a 28 ans, il a arrêté ses études juste après le bac, il n'a aucune expérience professionnelle, à part son parcours au sein d'un parti politique. Est-ce qu'il a l'étoffe d'être Premier ministre comme premier poste dans une carrière? Bien sûr, il est plébiscité par le peuple, par l'ensemble des électeurs. Il a l'accord d'une partie de la population, mais est-ce qu'il a les capacités? Oui, bien sûr. Donc, il est plébiscité. Les gens, il aspire confiance. Les gens se rendent bien compte qu'il a l'étoffe pour diriger le pays et qu'il saura s'entourer de tous les experts nécessaires à cette politique que nous allons mener. Est-ce que ça veut dire que c'est les experts qui décideront pour vous? Non, mais les experts donnent des conseils qui sont ensuite, en direction générale, sont étudiés et ensuite nous avons une orientation politique et Jordan Bardella inscrit cette politique dans la loi. Mais donc qui décidera? C'est Jordan Bardella accompagné... Donc la question de son expérience, de sa capacité à décider, à prendre des décisions, à gouverner est essentielle. Voilà, nous ne sommes pas un parti où c'est une personne qui prend les décisions. Ah, je crois que pour le coup, il y a une direction générale... Pardon ? Si je puis me permettre, en termes de partis très hiérarchisés, je crois que le Rassemblement national en fait partie de manière très forte. Mais il y a une direction qui établit une politique en accord entre les différents acteurs de la direction. Donc il nous semble que nous sommes beaucoup plus transparents au niveau du Front populaire. Vous le voyez, moi je le reconnais, on a une coalition qui va faire des compromis. Finalement, là on nous dit Jordan Bardella Premier ministre, mais les décisions seront prises par un groupe d'experts et un directoire. Alors, écoutez, au moins chez nous, c'est clair. Vous savez, l'accord qu'on a posé, il est sur la table, il est transparent. Ce midi, on a la présentation même du financement de ce programme. Donc tout est clair et les Français et les Françaises peuvent voter en connaissance de cause. Vous avez un accord de parti, nous avons un programme. Soutenu par des syndicats, des associations. Nous avons un accord comme le Front populaire qui va bien au-delà de l'accord de parti. Vous n'avez pas de programme, vous avez un accord de parti. Bien sûr. Qui intéresse les gens du territoire, si vous voulez. Parce que moi, je voudrais qu'on revienne au pouvoir d'achat, aux choses concrètes. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en train de faire des élucubrations de politique. Clarifier la ligne. J'entends que vous avez raison, il faut venir sur du concret, mais je pense que la ligne politique pour laquelle on vote et qui aura une majorité dans cette Assemblée est importante. Mais pour ça, il faut décider sur des faits, et notamment le pouvoir d'achat, vous avez raison. Oui, passons aux choses concrètes. Moi, je ne suis pas du tout politique, hein, comme vous l'avez pu le constater. Simplement, moi, je considère les gens de mon territoire. Je suis une ancienne échiroloise, je suis vraiment du terroir. Hein. Moi, je suis Échirol, Bresson.
J'ai fait aussi mes études sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Donc, je veux qu'on entende nos concitoyens et leur inquiétude pour l'instant. Le plus important, c'est la sécurité. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, le plus simple, c'est que j'ai été voir la police et je leur ai demandé comment on pouvait mettre en place plus de sécurité autour de nous. Donc, eux, bien sûr, ce qu'ils demandent, c'est des moyens en termes de matériel et humain. Il faut aussi faire en sorte que la justice et la police soient, excusez-moi, Allez-y. soient en concordance. C'est-à-dire, si la police arrête quelqu'un, il faut qu'il soit passé en comparution immédiate et que la justice fasse son travail. Parce que quand vous avez des personnes qui sont arrêtées, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la police, hein, c'est pas, moi je l'invente pas, hein, j'ai été les voir pour voir ce dont ils avaient besoin, pour assurer notre sécurité. Vous avez une personne qui est arrêtée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois de suite sur le même délit, il y a un problème. Il y a un problème de fond de la justice. Il faut des moyens pour la justice. Alors là, je vous rejoins complètement. Il faut des procès qui soient tenus de manière plus rapide. La différence qu'on a sur la comparution immédiate qui ne permet pas la meilleure défense, et la question du droit à la défense est essentielle dans notre fonctionnement judiciaire. Donc il faut quelque chose de rapide, mais quelque chose qui assure les droits de tous. Oui. Excusez-moi. Bien, pardon. Bon, allez-y. Si vous permettez de rebondir, justement, nous avons des mesures concrètes. Le Rassemblement national porte le message du problème de la sécurité depuis des années. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que les autres partis nous rejoignent et ont pris ce problème en considération. Mais malheureusement, les autres partis au cours des années, n'ont jamais réussi à juguler ce problème. Aucune mesure n'a été prise. Il y a toujours eu une idéologie laxiste ou de la négligence qui ont fait qu'aucune mesure n'a été prise. Laissez-moi dire mes propositions et puis après je vous laisserai répondre, s'il vous plaît, quelques secondes. La première des mesures que nous allons mettre en place, c'est une mise en place de peine plancher pour les atteintes aux personnes. La violence, aujourd'hui, dans la société, est énorme, mais ce n'est plus tolérable. Nous sommes dans un pays moderne. Il ne doit plus y avoir des rapports de violence entre les êtres humains. Toute personne qui a commis un acte violent, c'est-à-dire une agression physique, doit avoir une peine de prison ou, en tout cas, proportionnée à la gravité du geste, mais ce ne doit plus rester un crime impuni. Peine plancher donc, pour le Rassemblement national. Après, on fera répondre Cyril Châtelain. Par rapport au bilan, vous avez dit qu'aucune mesure n'avait été prise pour la sécurité. C'est faux. Les moyens ont été mis sur la sécurité. On a recruté 10 000 policiers et gendarmes. On a également recruté 200 brigades supplémentaires, dont 4 sur l'Isère, ce qui est quand même pas négligeable. J'ai colligé un petit peu quelques chiffres parce que je savais que ça allait vous intéresser. On a également accru notre lutte contre le terrorisme, qui est quand même actuelle. Donc on a un doublement des moyens de services de renseignement depuis 2015. Donc ça date pas de ce mandat, mais c'est quand même un point qui est d'actualité en France. Donc vous ne pouvez pas dire que ça a été saisi uniquement par le Rassemblement national ou Front national anciennement. On a des associations qui ont été dissoutes quand elles ont été considérées extrémistes. On a 43 attentats déjoués depuis 2017 et on a 6,9% d'OQTF supplémentaires depuis 2023. Je pense que de plus. Oui, enfin la majorité des OQTF ne sont pas appliquées. 90% au moins ne sont pas appliquées. Là, on parle de sécurité, je pense que ce n'est pas tout à fait le même sujet. C'est pas le sujet. Le les débat, OQTF, ce sont des personnes dangereuses qui ont été... Non, c'est faux. C'est un amalgame mensonger. On est en train de parler des flux migratoires. Moi, ce que je veux, c'est les chiffres que j'ai, c'est pas du tout ce que vous dites. Vous avez mis 1 milliard de plus sur la table, effectivement, pour pouvoir augmenter la sécurité. Sauf que moi, ce que je vois, victimes d'homicide en hausse de plus de 5%. Et encore, je ne parle pas des années précédentes. Ça veut dire qu'en gros, ça serait plus 15%. Lutte contre les stupéfiants, ça ralentit un petit peu. Mais c'est quand même 4% en hausse. Victimes d'escroquerie, plus 7%. Victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus 7%. Victimes de violences sexuelles,
Plus 8%. Je ne vous parle pas du fait divers qu'on vient de vivre là ces derniers jours. On va pas être là-dessus. On va passer. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé avec cette gamine de 12 ans. Et que tout le monde est solidaire de la victime, de sa famille. On est sur un crime abject. Voilà, on est vraiment sur quelque chose. Donc, je ne peux pas être d'accord avec votre retour sur la sécurité. D'ailleurs, ça a été sanctionné par un vote sur le Rassemblement national. Tout à fait. Là où je vous rejoins... Si je peux me permettre pour présenter nos propositions sur la sécurité, la première chose peut-être de dire, oui, la question de la sécurité est une question qui préoccupe. Je pense quand même que la première préoccupation, c'est la question du pouvoir d'achat. Donc j'espère qu'on aura le temps d'en parler. La deuxième, c'est quand même la question environnementale et climatique qui est une vraie angoisse pour de nombreuses personnes. Mais sur la question de la sécurité, oui, au Nouveau Front Populaire, en fait, on a un programme qui repose sur 3 piliers. Le premier, vous l'avez dit, il faut augmenter les moyens. C'est-à-dire qu'on veut, dès les 15 premiers jours, déployer les premières équipes de police de proximité. On doit remettre de la police de proximité. On doit redonner des moyens à tout ce qui est police scientifique, notamment tout ce qui est lutte contre le narcotrafic. Ça, c'est indispensable. La deuxième chose, c'est qu'il faut changer de doctrine. Il faut augmenter le temps de formation des policiers. Il faut revoir le code de déontologie de la police. Il faut interdire les LBD et les grenades mutilantes. C'est indispensable. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut donner des moyens, mais il faut aussi former. Et il faut fermer plus aucune gendarmerie. Et enfin, le troisième point sur lequel on se rejoint, c'est l'augmentation des moyens de la justice, des moyens de la PJJ, des moyens de la prévention. Donc en fait, il faut bien être sur l'ensemble des champs. Parce que vous avez parlé de laxisme. Mais en fait, si on prend l'exemple dont on a beaucoup parlé de la justice des mineurs, on est très loin du laxisme. Déjà, le nombre de mineurs qui commettent des délits et des crimes est en baisse. Mais si on regarde les condamnations sur les mineurs, une condamnation sur 3, c'est des peines d'emprisonnement avec sursis ou ferme. On a la durée d'emprisonnement qui a augmenté, puisqu'elle était de 5,5 mois en 2010 et elle est de 9 mois en 2020. Donc très concrètement, cette accusation de laxisme, elle ne repose sur rien. C'est-à-dire qu'on a une justice qui fait son travail, on doit lui donner plus de moyens pour qu'elle puisse le faire, mais par contre, on a fait une politique du chiffre qui ne permet pas aux policiers de travailler en profondeur pour démanteler les réseaux, donc on doit sortir de cette politique du chiffre pour aller s'attaquer au réseau du narcotrafic. On doit avoir une politique d'accompagnement, notamment sur les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, contre les violences intrafamiliales qui sont en augmentation depuis le Covid. Et on doit avoir une politique de prévention notamment pour les plus jeunes. Et je le dis aussi, dans les violences, il y a aussi un nombre de personnes qui n'ont pas de soins en termes de suivi psychiatrique. Et ça, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont des problématiques psy importantes, il n'y a plus de lits, il n'y a plus de soins. Donc si on veut un monde plus sûr, il faut des moyens pour la police et la gendarmerie, des moyens pour la justice, des moyens pour la prévention. Des moyens pour la prévention, le soin, la santé, c'est un tout. On ne peut pas régler le problème en étant juste sur un sujet. Je rebondis sur les moyens à mettre en local, parce que nous proposons d'aller former des éducateurs dans les quartiers, mais des gens qui sont issus du quartier, qui connaissent leur environnement. Et ça avait été, on avait mis de la police de proximité, manifestement, ça n'a pas trop marché. Parce que ça a très bien marché, on l'a démantelé. C'était un choix idéologique. Voilà. Mais après, ça a été enlevé, c'est bien dommage. Nicolas Sarkozy qui avait enlevé la police de proximité. Par idéologie, et d'ailleurs, c'est un échec. Oui, bon, alors, d'accord. Mais bon. Donc, voyons le futur plutôt que le passé. Et puis, occuper ces jeunes qui sont dans ces quartiers de façon à ce qu'ils ne soient pas récupérés par des sectes ou qu'ils ne soient pas récupérés par les cartels. Parce qu'on a trop de jeunes qui sont tués par balles alors qu'ils devraient être à l'école, sur les bancs de l'école. Donc, on a un vrai problème de fond. Et là-dessus, nous voulons nous attaquer sur ces problèmes de fond. Notamment, la base de mon programme, c'est l'éducation. C'est l'éducation à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'est très important. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit truc sur quelque chose, Madame Chatelain. C'est que les députés LR ont décidé de mettre fin au laxisme du système pénal. Mais manifestement, une partie de votre groupe a voté contre. Je pense que ce n'est pas une surprise que sur les mesures en termes de sécurité, il n'y a pas d'accord entre les LR et la gauche depuis très longtemps. Nous avons une vision qui n'est pas la même. Je vous dis, vous pensez que le problème est que le système est laxiste. Les chiffres que je vous ai donnés démontrent l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des peines qui sont plus... Non, la réalité du terrain montre que la politique qui est menée maintenant depuis plus de 10 ans ne fonctionne pas. Et donc, il faut changer de logique et qu'il faut arrêter cette logique du chiffre et cette course à une soi-disant fermeté qu'on n'est pas en capacité d'appliquer. Il faut revenir vers le terrain. Moins de punition, moins d'accompagnement.
Il faut se plus désengager d'éducation, de tout plus cela. d'accompagnement, plus de sécurité, plus de proximité. C'est ça notre projet. Mais croire qu'en étant obsédé par une espèce de fermeté qui n'arrive pas, en fait, ça ne change rien. Il faut des moyens et il faut aussi donner à la police et à la gendarmerie le temps de travailler et ne pas qu'ils. Que faites-vous des délinquants multirécidivistes, Madame Châtelain? Mais c'est à la justice de décider. Moi, je donne les moyens à la justice pour rendre la justice. Il faut un minimum de fermeté, accompagné évidemment de mesures éducatives, de prévention. Il faut lutter contre, il n'y a plus de moyens sur la prévention. La l'absentéisme scolaire. Il faut accompagner éducativement les jeunes délinquants, mais il faut tous les jeunes doivent être accompagnés. Non, mais des mesures supplémentaires pour les jeunes délinquants, nous sommes bien d'accord. S'il y a un retard, il faut non, mais la question, c'est même de les accompagner. Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous voyez les jeunes comme des potentiels délinquants. Non, moi, j'ai parlé des jeunes délinquants. Oui, mais moi, je veux accompagner tous les jeunes. Ce qui fait, par exemple, si on prend les jeunes délinquants, l'un des éléments qui se recoupent dans toutes les études, c'est qu'effectivement, ce sont des jeunes en décrochage scolaire. Si on évite le décrochage scolaire, effectivement, on va réduire ça. Il faut lutter contre l'absentéisme scolaire. Exactement. Mais donc, on viendra sur les questions de l'école et sur les propositions extrêmement concrètes de redonner des moyens, de faire les devoirs du soir. C'est indispensable. Mais vous voyez bien que là, la question, c'est pas du laxisme. C'est à l'inverse de l'accompagnement et de l'éducation. C'est une politique globale qui part de l'éducation passant par la prévention et en allant jusqu'à la punition. Mais qui aujourd'hui n'est pas mis en place. Il n'y a plus de moyens pour la prévention. Il n'y a plus de moyens pour la prévention. Il n'y a plus de moyens pour la PJJ. C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, on a sabré ces moyens de prévention. J'aimerais simplement présenter le programme et les mesures que je pense importantes par rapport à la sécurité. Tout ça, c'est très bien. J'ai présenté donc un bilan uniquement. Donc, c'était des chiffres, effectivement, parce que c'était un bilan. Maintenant, sur la sécurité, là où je vais diverger avec vous, Madame Châtelain, c'est que je pense qu'il y a un vrai sujet sur la sécurité qui mais je l'ai reconnu, devient de plus en plus importante. Par rapport au pouvoir d'achat, je ne pense pas qu'on puisse faire une hiérarchie des priorités. Non, mais c'est les Français qui le font. Quand on regarde dans toutes les études, et moi, quand je fais le tour des marchés, les entrées d'école, les sorties d'école, la première chose, pouvoir d'achat. Et la deuxième chose, c'est la santé et l'école. On ne doit pas faire les. Je pense que ce n'est pas à nous, effectivement, c'est aux Français. Cependant, tout à fait. Cependant, on est quand même des Français également. Je pense que la plupart d'entre nous sont issus de la société civile. Là, par contre, où je vais également diverger avec vous, c'est que je ne crois pas qu'on ait une politique laxiste. Je vais également rejoindre Madame Châtelain sur ça, mais je pense qu'il y a plusieurs points où on pourrait se rejoindre par rapport à ça. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la prévention en particulier, parce qu'on avait 12% de récidives en 2022. Aujourd'hui, on a 15% de récidives. C'est un grand sujet, la prévention. Il y a une prise en charge pour la prévention des récidives qui a été mise en place, prise en charge par la justice. Je pense que c'est des mesures qui doivent être développées. Le système judiciaire qui a été mis en place est un système judiciaire également qui est solide. Alors, on ne fait pas assez. Des moyens doivent être développés également. Je suis relativement d'accord avec vous là-dessus. Maintenant, la question des jeunes, je pense que ce n'est pas du tout une question de sécurité. On ne peut pas considérer des jeunes comme délinquants. Ce sont des jeunes, encore une fois. Je pense que c'est vous qui faites la malgabe. Vous avez parlé des jeunes délinquants. J'ai dit que pour les délinquants les plus jeunes, il en existe, il fallait des mesures d'accompagnement. Et il y a des mesures qui ont été prises. Mais la plupart des jeunes, nous sommes bien d'accord, la plupart des jeunes ne sont pas délinquants et cherchent justement à être en sécurité. Et justement, la plupart des jeunes sont confrontés au problème d'insécurité. Donc nous sommes là pour les jeunes, dans leur majeure partie, qui ont besoin de vivre en sécurité, dans les collèges, dans les lycées, dans la rue. Notre but, à nous, c'est d'avoir un pays libre dans lequel les Français sont en sécurité. Aujourd'hui, écoutez, moi, je suis une femme, je suis jeune. Vivant seule, je vis l'insécurité au quotidien, donc je peux totalement l'attester. Seulement, je ne pense pas que la sécurité soit un sujet à part entière que nous devons traiter seuls. Je pense qu'il y a énormément de sujets autour de la sécurité. Ça concerne tous les acteurs de la société, nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Je pense que le plus gros enjeu par rapport à la sécurité et le problème que nous devons régler en premier, c'est la question d'un pacte social.
que nous n'avons plus aujourd'hui en France. Je pense que nous devons nous retrouver sur certaines valeurs. Je pense que c'est ça qui cause le plus de problèmes aujourd'hui. Et nous l'avons vu au cours des dernières élections. Je suis proche de vos valeurs personnelles, madame. Mais votre gouvernement, je suis désolé de vous le dire, a divisé la société. Pardon. Je pense qu'il y a d'autres facteurs autour du gouvernement. Il n'est pas seul responsable de la situation économique. Il a mis les gilets jaunes à la rue, il a mis les agriculteurs, dans la rue, excusez-moi, il a mis les agriculteurs dans la rue également. Il cherche continuellement à attiser les braises du mécontentement social. Absolument pas. Nous ne sommes pas dans la peur, nous sommes dans le débat, d'accord. Donc le pacte social, je suis d'accord avec vous, il y a un manquement de moyens dessus. Je pense que nous devons nous recentrer sur des valeurs communes, que ce soit de droite ou que ce soit de gauche. Je pense qu'il y a un bilan qui a été fait. Il y a une problématique qui est mise en avant et nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, je pense que là où nous divergeons, c'est sur les moyens que nous y mettons et j'espère que nous pourrions arriver à un débat commun là-dessus. Alors, vous êtes en tout cas tous d'accord sur le fait qu'il y a un besoin de moyens pour la police et la justice. Et la gendarmerie. Et la gendarmerie, effectivement, un territoire de gendarmerie. Les moyens, c'est de l'argent. L'argent, elle manque aussi au niveau de beaucoup de ménages. Donc, on va parler de ce deuxième point de préoccupation des Français. Je n'ai pas de hiérarchie non plus, mais premier, deuxième, suivant les marchés auxquels vous allez. Non, puis toutes les études. Alors, toutes les études sont formelles. Le premier point de préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat et c'est celui dont on parle tout le temps et sans doute celui qu'on ressent aussi, parce que l'inflation a touché tout le monde. Justement, une des mesures proposées par le nouveau Front populaire qui marque les esprits, c'est l'augmentation du SMIC de 1 400 net à 1 600 net, plus de 100 euros. On sait qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites pendant les campagnes électorales qui, derrière, sont rarement mises en œuvre ou de façon partielle. C'est pas une promesse, c'est un engagement. C'est un engagement. Je vais le dire très clairement. Non, mais c'est un engagement. On a un sujet de pouvoir d'achat. Je l'ai dit, l'inflation n'a pas arrêté pendant 2 ans. On a des prix, notamment des prix alimentaires et des prix de l'énergie qui ont explosé. Et donc, on propose effectivement un programme extrêmement solide sur cette question-là. La première chose, c'est que nous pensons qu'il faut que la loi, le pouvoir politique reprenne sa place en termes de transparence des prix, de plafonnement et effectivement de revalorisation du travail et donc de sa rémunération. Pour ça, on a des mesures concrètes. 1, on bloque les prix de première nécessité. C'est-à-dire qu'on bloque les prix pour enfin diminuer les marges qui ont été faites de manière indue par de très grandes entreprises. La deuxième chose, on augmente les salaires, c'est-à-dire augmentation du SMIC. C'est dans les très grandes entreprises pris en charge par l'entreprise, elle en a les moyens. Pour les TPE, PME, les petits artisans, on met un accompagnement effectivement pour les aider. Une aide, plutôt que d'avoir des aides non ciblées, là au moins on a une aide qui permet d'augmenter les salaires. Et on fait l'indexation des salaires sur l'inflation. Et enfin, on réduit les charges contraintes, parce que dans le pouvoir d'achat, il y a aussi une question de charges contraintes. Donc on va faire une politique ambitieuse de rénovation des logements, on va encadrer les loyers, on va augmenter les APL et on va aller vers des rentrées gratuites. On va avoir un point, je pense, sur le financement. Depuis maintenant plusieurs mois, mais de manière intense, là, depuis quelques jours, nous travaillons avec des économistes pour avoir un programme chiffré, autant dans ses dépenses que dans ses recettes. C'est pour ça que ce sont des engagements. Et ce sont des engagements qui paraissent crédibles par des économistes comme Michael Zemmour, Anne-Laure Delattre ou la prix Nobel d'économie Esther Duflo. Parce que oui, nous assumons, nous devons avoir un État qui redynamise, qui reprend le lead, à la fois qui permet de redonner de la transparence, de l'encadrement et du pouvoir d'achat. Il semble qu'il y a quand même beaucoup d'engagements qui ont été pris à la fois. Aujourd'hui, la France est un pays qui est endetté à près de 100% de son produit intérieur brut. Nous avons 3 000 milliards de dettes. Il ne faut peut-être pas s'aventurer à faire trop de dépenses d'un coup. Au Rassemblement national, nous avons des priorités. Nous avons entendu la demande des Français sur le pouvoir d'achat, le prix des carburants notamment. Jordan Bardella a proposé une mesure concrète, ciblée et immédiate. Ce serait la baisse de la TVA sur les produits pétroliers. Ça veut dire que nous passerions de 20% à 5,5% pour l'achat des carburants. Et ça représenterait une économie de 15 € par plein en moyenne. Ça, c'est une mesure pour tous les Français qui travaillent, les Français les plus pauvres, que nous pouvons mettre en œuvre directement et qui ne serait pas d'un coût exorbitant. Alors, si je puis me permettre, sur la TVA, il y a 2 choses. La première, c'est que baisser la TVA n'a jamais garanti la baisse des prix. On l'a vu dans la restauration. C'est proportionnel. Mais c'est dans la restauration, on a baissé la TVA. Sur les carburants, non, mais c'est une étude. Écoutez, les études ont été faites. Il y a eu une baisse de la TVA, oui, dans la restauration. Et oui, parce que c'est la TICPE sur la question du carburant. Mais la baisse de la TVA, ça a été fait dans la restauration.
La TVA a été baissée, c'est les propriétaires de restaurants qui ont... Si je puis me permettre de finir, la première, c'est que ça n'est pas... il peut y avoir des marges au milieu qui reprennent une partie de cet argent donné, et on l'a vu notamment dans le secteur de l'énergie où il y a eu des super dividendes. Est-ce que les distributeurs l'appliquent intégralement à la baisse? Non, mais on a vu les super dividendes et les marges. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous faites des progrès sur la TVA. Je crois que si on prend les baisses de la TVA, c'est quand même à peu près 15 milliards d'euros. Le souci, c'est qu'ils ne font pas financer, parce que vous avez aussi des promesses de continuer finalement la baisse des impôts. Et la vérité, c'est que la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui, elle est due à une politique depuis 7 ans où on a baissé les recettes de l'État. C'est-à-dire que si on sort la taxe d'habitation, on a 40 milliards d'euros de baisse d'impôts. L'État n'a jamais fonctionné autant. Si je puis me permettre, c'est des chiffres. C'est-à-dire, on a une baisse de 40 milliards d'euros des impositions au profit des grandes entreprises. C'est la baisse d'impôts sur les sociétés, c'est la baisse des impôts de production. Au profit des plus riches, c'est la suppression de l'ISF. C'est 40 milliards d'euros. Ces 40 milliards d'euros, ça représente 1,4 point du bénéfice et ça représente un quart. Ça représente un quart du déficit. C'est-à-dire qu'un quart du déficit, il est là parce qu'on a arrêté les recettes. Et donc, vous êtes exactement dans cette continuité-là, parce que ce que vous ne dites pas, c'est que vous continuez cette politique qui nous prive de recettes dont on a besoin. Nous assumons effectivement une rupture en termes économiques. Cette rupture, elle est simple. On parle des besoins. On parle des besoins en termes sociaux, on parle des besoins environnementaux, des besoins en termes de services publics, et on met des recettes à côté. C'est-à-dire, par exemple, on remet en place un ISF climatique et on renforce l'exist tax, et ça rapporte 15 milliards d'euros. Donc nous avons un projet qui est solide, qui est financé à la fois dans les dépenses, à la fois dans ses recettes, mais nous assumons une rupture de modèle économique que vous n'assumez pas. Raphaël. Moi, je voudrais intervenir. Donc, déjà, vis-à-vis de vous... Excusez-moi, nous ne sommes pas dans la rupture, nous sommes dans la continuité et l'amélioration. Nous sommes tout à fait, vous êtes dans la continuité avec Emmanuel Macron, vous avez la même économie, sauf que c'est un projet xénophobe. Nous ne pouvons pas faire une révolution du modèle économique de la France. Vous pensez qu'on n'a pas besoin de révolution d'un modèle économique? On a des entreprises. Il faut corriger les deux tiers aujourd'hui de l'inflation viennent des choix de certaines entreprises d'augmenter les prix au-delà de la hausse des coûts des matières premières. Bon. C'est ça, et ça, aujourd'hui, c'est la Banque Centrale Européenne qui l'a dit. C'est-à-dire qu'on a des multinationales, des très grandes entreprises qui ont profité de la situation dans laquelle on était pour augmenter de manière très forte leur marge. Oui, mais vous avez dit que vous voulez être dans la continuité. Donc vous allez être faible avec ces grandes entreprises. Non, mais vous êtes dans la continuité, vous l'avez assumé. Vous avez exactement le même programme économique. Alors, Madame Châtelain, je voudrais quand même revenir sur les grandes entreprises, parce que c'est quand même elles qui créent de l'emploi pour nos... Non, ce qui crée de l'emploi, c'est les consommateurs. Et aujourd'hui, ces grandes entreprises, c'est 2 tiers de les grandes entreprises, elles créent de l'emploi. Donc, quand vous parlez d'augmenter le SMIC, moi, ça me fait très, très peur, parce que ça veut dire quoi? Vous augmentez le SMIC à 1 600 €, d'accord? Donc... Si on augmente le SMIC à 1 600 €, il faut revaloriser les salaires des autres, obligatoirement. Bien sûr, indexation des salaires sur l'entreprise va être d'accord? Est-ce que vous pouvez vous asseoir à la table de l'entreprise, comme le fait LR, et pour discuter avec les chefs d'entreprise? Est-ce que vous êtes capable de vous asseoir à la table avec eux et de discuter et de négocier une augmentation de tous les salaires? Qu'est-ce qui va se passer sur leur marge, Madame Châtelain? Mais bien évidemment, la première chose, c'est si nous sommes élus, nous serons au gouvernement de la France. Et personne n'est en dehors des lois. Et bien sûr que les chefs d'entreprise viendront s'asseoir à la table et que nous discuterons et que nous mettrons les syndicats. Donc bien sûr, nous sommes dans la discussion. Alors, madame, la deuxième chose, sur les marges, je l'ai dit, les 2 tiers de l'inflation viennent des entreprises parce qu'elles ont amélioré leurs marges. Et si on prend l'exemple d'une très grande entreprise, c'est Total, c'est 20 milliards d'euros de bénéfices. Effectivement, vous parlez de Total à chaque fois, mais il n'y a pas que Total. Mais on peut prendre des multinationales, le secteur agroalimentaire ou Lactalis, par exemple, qui a augmenté ses marges d'une façon de 28% à 48%. Aujourd'hui, les grands secteurs, les multinationales, se sont servis d'une situation difficile pour augmenter leurs marges et augmenter leurs profits. C'est ça que nous devons casser. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce qu'on appelle la prévision. Parce qu'une entreprise, normalement, elle fait des prévisions à terme, et notamment pour sécuriser les marchés financiers. Si on sort de ça, Madame Châtelain, les entreprises, les internationales, elles partent. Elles laissent les Français. Je le sais pour l'avoir vécu. J'étais dans une entreprise américaine qui commence à réduire sa population française pour pouvoir aller chercher des salaires plus bas. Ensuite, si vous voulez diminuer les écarts entre les salariés, ça veut dire que pourquoi ils feraient des études? Certaines personnes feraient des études pour avoir un SMIC. C'est un petit peu ce que vous visez. Parce qu'il y aura une conférence des salaires, une indexation sur l'inflation. Je n'ai pas dit tout le monde. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a des trappes à pauvreté avec les baisses d'exonération sociale et qu'effectivement, les gens sont coincés dans des trappes à bas salaire. Nous voulons l'arrêter. Et ce que vous avez dit sur Hewlett Packard, c'est intéressant. Ça fait quoi, 10 ans?
mais plus qu'on fait des baisses de cotisations sociales, qu'on fait des baisses d'imposition sur les entreprises, et elles continuent à partir. La course au moins-disant social, ce n'est pas la solution. La solution, c'est celle que toute la gauche avait proposée lors des européennes et que nous continuons à proposer, c'est-à-dire avoir lors des frontières européennes, taxer les produits en fonction de normes sociales, environnementales, pour arrêter d'importer des produits qui sont faits avec des salaires bas, dans des conditions terribles en termes de droits humains et de droits environnementaux. Donc vous êtes en train de dire que vous êtes contre l'économie libérale, ce qu'est notre pays quand même. Mais notre pays est dans une économie libérale, donc vous êtes en train de dire que si vous êtes élu, vous allez imposer aux entreprises une façon de travailler. Ce n'est pas vraiment notre nation. Notre nation est dans une économie qui chaque entreprise a le droit de positionner, alors à part le SMIC, hein, je suis d'accord, mais chaque entreprise a le droit d'avoir une masse salariale qui lui convient. Non, je suis en train de dire, madame, que justement nous allons redonner de la force à une valeur extrêmement claire de notre projet républicain, qui est que chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Depuis maintenant plusieurs années, les très grandes entreprises, les très hauts patrimoines ne contribuent plus. Notre projet, c'est 90% des entreprises et des Français qui ne seront pas touchés. Par contre, les 10% les plus riches seront impactés. Car oui, madame, je pense que le projet qui était sur le Conseil national, qui était celui du Conseil national de la résistance, qui est au fondement de cette République, c'est la répartition des richesses. Et oui, nous l'assumons. Nous revenons à un système qui répartit les richesses, parce qu'aujourd'hui, les richesses, elles sont créées par les travailleurs dans leurs entreprises. Elles sont aussi créées par les personnes qui vont acheter ces services et qui font vivre l'économies, et pas par les gens et par les actionnaires qui touchent des dividendes. Voilà, c'est une vision différente. J'aurais une pas question. Du tout elles ne sont pas créées par les investisseurs, hein, ces richesses. Hein, donc, mais moi, je trouve qu'elles sont plus créées par les travailleurs et par les consommateurs. J'aurais une question, Madame Chatelain, puisque vous ne vous cachez pas, en tout cas dans votre mouvement, je pense que vous non plus. Vous avez vu que j'assume totalement tout à fait, mes positions et mon programme. Vous ne vous cachez pas donc que la fuite des entreprises petites ou en tout cas moyennes ou grandes entreprises ne vous fait pas peur. Vous avez quand même cité au moins 10% des grandes entreprises qui partiraient. Ça fait quand même un gros j'ai dit manque à 10% gagner. qui seraient mis à contribution. C'est 90% des entreprises qui ne sont pas touchées. 10% seront justement mises à contribution parce qu'elles bénéficient de nos routes, de nos écoles, de la formation des employés et qu'elles doivent contribuer. C'est pour clarifier mon propos. Tout à fait. Je vais juste finir ma question si c'est possible. Et d'ailleurs, la présentation a eu lieu ce midi. Parce que ma question n'était pas encore arrivée. Puisque vous ne vous cachez pas de ce manque à gagner potentiel des grandes entreprises qui pourraient potentiellement fuir à l'étranger, comme on l'a déjà vécu sur certains quinquennats. À ce moment-là, quand toutes ces entreprises partiront, qui est-ce que vous allez taxer pour pouvoir financer votre système de cotisation sociale, puisque pour vous, ce système d'impôt est un problème moral et pas un problème de fonctionnement structurel pour pouvoir avoir un fonctionnement commun. Qui est-ce qui restera à taxer et comment vous allez pouvoir pallier ce manque à gagner? Je vais répondre 3 choses. La première, je l'ai dit, nous travaillons avec des économistes qui sont des économistes reconnus qui disent que ce programme est crédible et qu'aujourd'hui, oui, y compris les grandes entreprises peuvent accepter d'augmenter leur contribution puisqu'en fait, le manque à gagner, c'est ce gouvernement qui l'a créé. Je l'ai dit, 40 milliards de recettes en moins sur cette année, un quart du déficit. Le déficit, c'est ce gouvernement, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui l'a créé avec le manque à gagner. Nous rééquilibrons les choses. C'est un programme économique qui est finalement dans une lignée assez keynésienne. C'est-à-dire que oui, on met à contribution et on redonne du pouvoir d'achat pour des produits qui seront environnementalement plus durables, qui seront socialement faits dans des bonnes conditions de production et que les personnes puissent les acheter. Et sur la question des départs, moi je pense que vous sous-estimez la France. Pourquoi est-ce qu'une entreprise s'implante? Elle s'implante parce qu'elle a aujourd'hui un réseau, elle a des soutiens en termes de politique publique très fortes, c'est-à-dire les questions de déplacement, des questions de personnes qui sont hautement qualifiées. Je pense qu'on le sait aujourd'hui sur le territoire grenoblois. Pourquoi est-ce qu'on a un bassin industriel aussi fort? Mais parce qu'on a l'université. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont formées, il y a des start-up qui arrivent de l'université, qui proposent des produits. Et moi, j'ai confiance dans ce savoir-faire-là. Et c'est ça que les grandes entreprises viennent chercher. Parce que la vérité, c'est qu'elles ont déjà très largement délocalisé. Mais c'est vrai, vous l'avez dit vous-même, elles sont déjà allées chercher le moins-disant social. Et la deuxième chose qui va permettre d'éviter la fuite, c'est la question des frontières douanières au niveau européen pour avoir effectivement une exigence. L'exigence qu'on aura en termes de droit social et de droit environnemental en France et
qu'on va défendre au niveau européen, nous le demanderons sur les produits qui sont importés. Je vais vous prendre un exemple extrêmement précis. Je vais juste vous prendre non, mais j'ai des questions assez complexes, donc je réponds de manière complète. Un exemple extrêmement précis qui a été passé par les écologistes sur les polluants éternels. Aujourd'hui, on a des produits textiles, maquillage, qui ont des produits qui polluent l'eau et qui font des risques cancérigènes. Nous pensons que nous ne devons plus tolérer ces produits. C'est pour ça que l'Assemblée nationale, puis le Sénat, a adopté une loi qui dit interdiction de produire avec ces produits en France, mais interdiction de mettre sur le marché. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun produit qui soit produit à l'étranger ou en France qui aura ce type de produits qui sont cancérigènes. Eh bien oui, je pense qu'on peut avoir la même exigence sur les normes sociales et sur les normes environnementales, c'est-à-dire des produits qui sont bons pour la planète et bons pour la reconnaissance et la valorisation du travail. C'est ça notre projet économique. Dans tous vos arguments, et je vais vous laisser potentiellement développer votre programme éventuellement. Dans toutes vos propositions, vous avez quand même prouvé que vous n'étiez pas la candidate des PME, pas la candidate des commerçants. J'ai dit que nous allons les accompagner pour faire pas face à la candidate des artisans. Votre programme coûterait extrêmement cher et ne pourrait pas être financé dans la mesure où toutes les mesures que vous enchaîneriez auraient un impact les unes après les autres. Et je pense qu'on aurait rapidement... on témoignerait rapidement d'un rétropédalage dans tout ce que vous avancez. Je pense que vous m'avez pas écouté. Vous défendez, et je voudrais... Moi, j'ai une question aussi à vous poser. Vous avez dit plusieurs fois, je suis candidate de la société civile. Ça m'intéresse. Ça veut dire, dans quel groupe allez-vous siéger à l'Assemblée nationale? Allez-vous appliquer les consignes de groupe? C'est-à-dire, est-ce que vous siégerez dans les soutiens d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous allez suivre les consignes de vote? Parce que moi, avoir des leçons d'économie d'un gouvernement qui a fait perdre 40 milliards d'euros de recettes, qui aujourd'hui est en procédure au niveau de l'Europe pour dette excessive, parce que c'est ça la réalité, je suis désolée, je ne l'accepte pas. Il n'y a pas eu de sérieux budgétaire. Il y a eu des comptes insincères qui ont été présentés à la représentation nationale. Donc oui, on a besoin d'un changement économique extrêmement clair. Et sur les PME, TPE, je l'ai dit, un, ils seront accompagnés. Et deux, en termes de réindustrialisation, vous pouvez aller regarder le programme, il y a des mesures en termes de travail sur la sous-traitance. C'est-à-dire qu'il faut une responsabilité des grandes boîtes sur la sous-traitance. Il faut une sous-traitance qui est bien sûr plus ancrée sur les territoires. Donc oui, nous avons des mesures pour les TPE, pour les PME et pour l'artisanat. Vous oubliez quand même une chose importante, c'est le coût de l'énergie. Vous avez travaillé sur les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire. Ce sont des énergies qui coûtent extrêmement cher. Dont les prix ont largement baissé. C'est vrai, les prix ont largement baissé, mais qui demandent une occupation du territoire importante et qui devra remplacer, si nous devions faire la transition écologique, nous devrions mettre des éoliennes de partout en France. Nous, au Rassemblement national, nous sommes pour l'énergie nucléaire. C'est une énergie décarbonée, abondante et économique. Nous avons 52 réacteurs en fonctionnement actuellement. Nous devons améliorer ce parc, l'entretenir, l'améliorer et construire de nouveaux réacteurs pour pouvoir avoir une transition énergétique qui soit abordable, qui soit populaire et qui soit accessible à tous. Et qui soit effectivement également un facteur de compétitivité pour nos entreprises qui ont besoin d'une énergie bon marché pour pouvoir concurrencer les autres pays. Juste un point, le kilowattheure qui sort de l'EPR de Fessenheim, qui vient enfin de sortir, c'est 170 €. Donc aujourd'hui, était fermé. Pardon, pas Fessenheim, excusez-moi. Le PR de Flamanville, je confonds, je vous en prie de m'excuser. Le PR de Flamanville, qui vient enfin de sortir après des années de retard, c'est 170 € le kilowattheure. 170 €. Avant, on était autour de 40 €. Maintenant, c'est 70 €. On ne peut pas parler du premier kilowatt. Non, mais vous me dites c'est pas cher. Aujourd'hui, le PR, qui est le dernier cri en termes de centrale nucléaire, c'est 170 € le kilowattheure. Nos 52 réacteurs nous fournissent une énergie depuis 40 ans, abondante, économique et bas carbone. Mais je vous parle des futurs, parce que vous nous parlez des futurs réacteurs. Oui, je vous dis, le PR, c'est 170 € le kilowattheure. Le deuxième et le troisième sont beaucoup moins chers. Déjà, le deuxième et le troisième, on a mis 19 ans. Non, mais c'est un vrai truc. On a mis 19 ans. Vous avez raison. Oui, mais c'est technique. Le prix de l'énergie, c'est technique. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a un EPR qui a mis 19 ans à sortir. C'est-à-dire qu'il a plus de 10 ans de retard pour avoir un coût au kilowattheure qui est extrêmement élevé. La deuxième chose, c'est pas vrai qu'on veut couvrir la France d'éoliennes. Oui, il faudra des éoliennes, mais vous avez vu tous les toits. Est-ce que vous avez vu tous les toits qui aujourd'hui n'ont pas de panneaux solaires? Je veux dire, aujourd'hui, on peut mettre des panneaux solaires dans beaucoup d'endroits qui sont artificialisés. C'est faisable. Deuxièmement, si vous allez en Allemagne, il y a des éoliennes, mais aussi des éoliennes dans les zones industrielles. Je pense que ça ne dérange pas d'avoir des éoliennes, par exemple, dans des ports industriels. Les Allemands auraient ouvert leur centrale à charbon.
Tout à fait. Mais parce qu'ils se sont privés du nucléaire. Ils ont dû réouvrir les centrales à charbon qui sont hautement émettrices de gaz carbonique. Mais ça, c'est absolument faux. Et je veux corriger non, mon c'est pas sens. faux. J'ai des chiffres extrêmement clairs. C'est-à-dire que la sortie du nucléaire en Allemagne n'a pas été compensée par du charbon. Il a été compensé par une multiplication par 3 des énergies renouvelables. Et on a eu une baisse du charbon. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la houille, vous êtes d'accord, c'est du charbon. La houille, en 2002, c'était 22%. 2007, pardon. C'était 22% du mix énergétique allemand pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, c'est 9%. C'est-à-dire qu'en termes de houille de charbon, on est passé de 22% en 2007 à 9% aujourd'hui. Donc non, l'arrêt des centrales n'a pas été compensé par du charbon. C'est un mensonge. Et enfin, je finirai en disant que le seul parti... Mais si, c'est un mensonge. Le seul parti qui aujourd'hui refuse la sortie du charbon en Allemagne, c'est l'AfD. C'est un parti d'extrême droite, c'est votre partenaire au niveau européen. Enfin, a priori, sauf quand il y a des élections, là vous allez arrêter d'être partenaire pendant quelques semaines, mais c'est le seul parti qui aujourd'hui refuse la date de la sortie du charbon. C'est ça la vérité sur la situation allemande. Moi, je vous parle de la situation française. Non, vous m'avez questionné sur la situation allemande. C'est vous qui avez rebondi sur la situation allemande. Je ne vous mettrai pas d'accord. Ça risque quand même d'être un point de friction au sein de l'Union de la gauche, la stratégie énergétique entre... On a un gouvernement qui n'a pas été en capacité de passer une loi énergie-climat. Nous serons en capacité de le faire. Et d'ailleurs, nous sommes d'accord, il faut remettre de la sûreté nucléaire contre la fusion ASN-IRSN qu'a voté le Rassemblement national et la majorité. Vous êtes contre le nucléaire dans votre front de gauche? Mais moi, je suis écologiste, je suis contre le nucléaire, vous le savez, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une énergie... Le front de gauche que vous avez formé... je voulais dire le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, c'est un contrat de coalition. C'est un contrat de coalition pour 2 à 5 ans et nous sommes d'accord qu'il y a des réacteurs, qu'il faut en assurer la sûreté et que c'est pour ça que nous allons revenir sur la fusion de la SN-IRSN que vous avez tous voté et qui met en danger la sûreté du nucléaire en France. Louvre Carrière, on arrive à la fin du temps. Merci. J'aimerais seulement, je n'ai pas eu le temps de développer ce volet-là, mais bien sûr, je prône tout à fait la mixité énergétique. Seulement, une question m'a été posée par Madame Chatelain, et je vais être beaucoup plus pragmatique et plus sur des questions techniques. Vous m'avez demandé ce que je pensais en tant que candidate de la société civile, issue de la société civile, ce que je pensais de la situation économique et où est-ce que je siégerais, tout à fait. Je crois en mes convictions. Je ne me reconnais ni à droite ni à gauche, pour être totalement honnête avec vous. Et je pense que nous avons aujourd'hui besoin d'un rassemblement et nous avons aujourd'hui besoin de fédérer une France qui est divisée par des forces très, très, très à gauche. Pour ne pas dire d'extrême gauche, parce que je pense que vous ne seriez pas d'accord, mais je le pense quand même, et je pense qu'on est tous d'accord autour de ce plateau, et des forces d'extrême droite, même si, encore une fois, vous n'êtes pas d'accord, mais je pense qu'on est tous d'accord. Aujourd'hui, avec un SMIC à 1 600 €... au sein dans le groupe Renaissance, en soutien au gouvernement de la République. Je reste, de toute façon, sur mes convictions, et je ne voterai que ce en quoi je crois. Dans tous les cas. Aujourd'hui, avec un SMIC à 1 600 €, moi j'ai peur, alors je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai peur aussi pour tout mon entourage, pour mes frères et sœurs, qui, s'ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ça va être difficile pour eux de trouver un travail en parallèle de leurs études. Parce que oui, aujourd'hui, on a besoin de travailler en parallèle de nos études. C'est un fait, ça se passe dans tous les pays, dans tous les cas. Il y a des choses qui doivent être faites dessus. Je n'ai pas non plus pu développer sur la jeunesse, mais aujourd'hui... Vous rassurer en disant qu'on aura une garantie d'autonomie jeune à 1 000 €, donc ils n'auront plus besoin de travailler. Qui est très difficile, encore une fois, qui est très difficilement finançable. Et aujourd'hui, je vous invite à aller regarder. Aujourd'hui, mon entourage, ma famille, mes frères et sœurs ne pourront pas travailler, ne trouveront pas de travail parce que les entreprises ne les emploieront pas sans expérience professionnelle, puisqu'avec un SMIC à 1 600 €, ils ne pourront pas employer autant de personnes et ils seront obligés de faire des coupes budgétaires au niveau des emplois et ils seront obligés d'employer des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Je pense que le monde de l'emploi est déjà assez difficile comme ça. C'est une des... vos frères et vos sœurs méritent de vivre de leur travail. C'est une des mesures... Non, mais c'est une question, est-ce que vous pensez... Tout à fait, l'emploi est une des mesures que je mets en avant. Autant sur le point de la sécurité, sur le point de la sécurité et l'intégration que sur le point du pouvoir d'achat. Je pense que c'est une mesure très importante. Je reste dessus et je reste sur beaucoup de mesures qui avaient été avancées en 2017, dont la police de proximité, mais c'était encore un autre sujet. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai peur, d'abord
mon entourage, pour moi, et également pour la France plus largement, avec des programmes qui me paraissent très irréalistes et illusoires. Alors, je vais reprendre la main, parce qu'on a dépassé l'heure qui nous était impartie pour ce débat. Je vous ai laissé échanger, on est parti dans les directions que vous aviez choisies, et c'est le principe d'un débat qui est fait par les candidats. Pour conclure, je vous avais demandé à chacun de prévoir un petit temps pour fermer ce débat. Alors, il y a un tirage au sort. On va commencer par le numéro 1, c'est Cyrielle Châtelain, pour terminer donc votre tour de table. Eh bien, durant 2 années, j'ai eu la chance d'être votre députée et j'ai pu aller à la rencontre des classes dans 30 établissements scolaires différents, de la primaire au lycée. J'ai rencontré des équipes éducatives talentueuses et passionnées. J'ai rencontré des élèves curieux et intelligents. J'ai rencontré des parents impliqués dans la réussite de leurs enfants et dans le bien-être de leurs enfants. Mais j'ai entendu le stress, le manque de moyens, la peur des violences. Nous nous sommes battus ensemble contre la fermeture des classes. C'est pour ça qu'avec le nouveau Front populaire, nous voulons redonner une priorité forte à l'éducation nationale. Nous voulons revaloriser l'ensemble des métiers de la communauté éducative et nous voulons lancer un plan d'embauche de professeurs et d'enseignants pour diminuer le nombre d'élèves par classe. L'éducation nationale, c'est le socle de notre République. C'est ce qui garantit l'émancipation des enfants, c'est ce qui leur garantit de bien grandir. Nous, dans une France fracturée, nous n'arriverons pas à réparer si nous n'investissons pas fortement et si nous ne croyons pas dans la force de l'école publique ouverte à tous et tous. Merci Cyrielle Châtelain. Raphaël de Carvalho, c'est à vous. Donc, moi, je ne viens pas du sérail politique, donc je n'aurai pas un discours qui sera aussi bien ficelé que Madame Châtelain. Par contre, je reste sur mes positions de valeurs républicaines. Je me positionne complètement contre les extrêmes et donc je serai l'alternative pour les personnes qui ne se retrouvent plus dans des partis extrémistes. Voilà. Très bien, le message est passé. Édouard Robert, à vous. Tout d'abord, je vous remercie pour ce débat et ça a été un plaisir de partager ce moment. Il y aurait une mesure à prendre immédiatement, d'urgence, car le gouvernement a travaillé dans la précipitation, c'est de reporter les zones à faible émission pour les véhicules de critère 3, car au 1er janvier 2025, les véhicules de critère 3 seront interdits dans les centres-villes des plus grandes villes. Il y a encore 8 millions de ces véhicules en circulation en France. On ne peut pas imaginer que 8 millions de Français ne puissent plus aller en centre-ville. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des classes populaires. Ils doivent avoir la liberté d'accéder au centre-ville. Il faut donc attendre le renouvellement du parc automobile de cette catégorie pour interdire l'accès aux véhicules critère 3. Un délai de 5 ans semble raisonnable, c'est ce que je propose. J'invite tous les citoyens à venir soutenir un gouvernement d'union populaire que dirigera Jordan Bardella pour un nouveau changement dans la société. Et je pense que nous pouvons y arriver. Très bien, merci. Un débat sur la ZFE, ça aurait pu être intéressant, mais on n'a plus le temps. Je précise d'ailleurs que les critères de la métropole vient justement de repousser la date de mise en service, ou d'interdiction plutôt, des critères 2 de 2025 à 2028, mais il y a encore le niveau intermédiaire qui posera sûrement des questions dans les mois qui viennent. On termine avec Louve Carrière pour conclure ce tour de table. Écoutez, on a entendu beaucoup de propositions aujourd'hui qui semblent toutes très différentes idéologiquement. Aujourd'hui, si je voudrais dire quelque chose aux Français, c'est que je suis choquée par la situation, mais je suis également très inquiète. J'entends leur frustration et j'entends leur déception. Je pense qu'un bilan a été tiré et il est temps d'adresser tous les problèmes qu'on a aujourd'hui en France. Aujourd'hui, le président a fait un choix honnête, c'est celui de rendre les clés du gouvernement aux Français. Maintenant, je fais confiance aux Français. C'est à eux de choisir entre un Premier ministre qui serait, il semblerait potentiellement Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella ou potentiellement Gabriel Attal. Je n'avance aucune promesse qu'on ne saurait pas tenir, aucune proposition démagogique ou illusoire. Je suis là pour représenter énormément de Français qui ne se retrouvent plus dans la représentation actuelle. Si je suis là, c'est parce que je suis inquiète comme eux.
par toutes les propositions qui ont été avancées, des propositions largement populistes. Je suis la seule candidate qui ne prône pas d'augmentation d'impôts. Je pense que des efforts ont été faits. Je suis d'accord. Je pense également que ce n'est pas suffisant. Sinon, je ne serais pas ici non plus. Et je pense qu'on peut tous avancer ensemble. Merci Louve Carrière pour cette dernière intervention. Moi, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Vous êtes écoutés, vous avez été respectueux des échanges. Donc, c'est déjà beaucoup pour un débat politique. Ce n'est pas toujours le cas. Je vous donne rendez-vous le 30 juin pour le premier tour de ces élections. On sera en direct sur les antennes de Télé-Grenade de la préfecture et puis de notre studio pour vous faire vivre pendant plusieurs heures le dénouement de ces élections, notamment en Isère, dans les 10 circonscriptions et dans la deuxième qui nous a intéressés pendant plus d'une heure. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci de nous avoir.